Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Alors tous les spécialistes le confirment, la période des 1000 premiers jours de l'enfant peut influencer sa santé physique et mentale pour toute la vie. Alors au cours de l'émission précédente, nous avons exploré la période qui va de la conception de l'enfant jusqu'à ses premiers pas. Poursuivons l'aventure. Bébé a grandi, il se découvre, il évolue. Il va bientôt prononcer ses premiers mots, ce qu'il va dire d'abord maman ou papa. Les 1000 premiers jours, la suite, c'est tout de suite sur le plateau de La Santé d'abord. Comment réussir la diversification alimentaire? Comment accompagner son enfant dans ses premiers pas, dans ses premiers mots et dans ses premiers caprices aussi? Et surtout, comment le préparer à ce grand bouleversement, l'entrée en maternelle? Eh bien, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux grandes expertes du sujet. Delphine Coquet, bonjour. Bonjour Véronique. Vous êtes responsable relais petite enfance Gâtinais-Racan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Géraldine Marie, bonjour. Bonjour Véronique. Vous êtes responsable de l'activité Enfance et Famille Vive 3 Normandie. Voilà, un grand merci à toutes les deux de nous avoir rejoints sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, comment les Français vivent les premières années de leurs enfants? Quelles sont les questions qu'ils se posent? Quelles sont leurs joies et leurs angoisses aussi? Et quel type de parents ont-ils envie d'être? C'est un reportage de Damien Lesbier. J'ai deux enfants, je suis maman de deux enfants, un bébé de 5 mois et une fille de 5 ans. J'adore écouter les conseils. Je trouve que c'est les meilleurs conseils que j'ai jamais eus. Normalement, c'est des copains. J'ai 3 sœurs. C'est vrai que la phrase de mon temps, on faisait pas ça comme ça, mais on l'entend, mais systématiquement, on n'en peut plus. Donc on finit par mettre un stop, quoi. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai absolument pas acheté de livre qui conseille sur une méthode d'éducation sur une période plutôt qu'une autre. Il ne faut pas trop insister sur le fait qu'il dorme s'il n'est pas encore prêt à dormir. On prend un petit bain, on joue, on se change, on brosse les dents et on met l'énergie un peu calme. Alors les jeux d'éveil ou l'éveil, je l'ai commencé tout de suite avec mon enfant. Dès qu'il est né, je lui ai parlé sans cesse, sans le saouler non plus. Rien que le fait d'être de voir des formes, des objets, on nous encourage à faire des gestes, à chanter, etc. Donc l'éveil, ça se fait dès le début, en fait. Ma fille a commencé à marcher à 10 mois. Elle a marché à 1 an pile poil. J'ai rien fait de particulier. En fait, elle a commencé à marcher à 4 pattes. Je l'ai soutenue. Je crois pas trop dans les différences filles-garçons. Qu'il soit fille ou qu'il soit garçon, l'écouter, l'entendre et aller dans son sens, évoluer avec lui. Donc voilà, quand on est parent, c'est vrai qu'on se pose 1 milliard de questions. C'est vraiment un emploi à plein temps. Alors parlons d'abord de l'alimentation. Parce qu'on a surtout parlé de l'allaitement dans l'émission précédente. C'est entre 4 et 6 mois que commence en général la diversification alimentaire pour arriver progressivement à une alimentation, on va dire, familiale vers l'âge de 1 à 2 ans. Hein. On dit qu'il ne faut jamais commencer avant 4 mois révolus. Pourquoi? Et quels sont vos conseils justement pour une diversification réussie? Alors effectivement, on ne commence pas la diversification avant les 4 mois révolus de l'enfant puisque le lait maternel ou infantile à lui seul va suffire à couvrir tous les besoins nutritionnels du bébé. À partir de 4 mois révolus, effectivement, on va commencer à parler de diversification alimentaire. La diversification alimentaire, c'est quoi? On va venir introduire d'autres aliments que le lait dans les repas du bébé. Alors en pratique, comment ça se passe? On commence par quoi? Alors, plutôt les légumes que les sucrés? De manière concomitante, on va pouvoir introduire tous les aliments ça va pouvoir être les fruits, les légumes, la viande, le poisson, de manière concomitante, mais un aliment à chaque fois pour faire découvrir à l'enfant. Ce qui va être aussi important, c'est que à cette période-là, assez rapidement, on va introduire les allergènes alimentaires, puisqu'il a été démontré que plus on les introduisait tôt dans l'alimentation du jeune enfant, plus ça retardait de développer une allergie alimentaire. D'accord, donc plus on diversifie tôt, bon, après 4 mois révolus,
plus on diminue le risque d'avoir une allergie alimentaire. Exactement, tout à fait. D'accord. À quel moment notre enfant est-il prêt à manger des aliments moulinés et non plus en purée? Alors, tout ce qui est mixé de manière très lisse, c'est par ça qu'on commence. Donc, 4 mois révolus de l'enfant. Vers 6 mois, on va passer par des aliments plutôt moulinés, 8 mois. Et puis, vers 12 mois, on va commencer à introduire les petits morceaux. Et en même temps, là, on parle de dates et d'étapes, mais ça va être aussi en fonction de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont rapidement passer d'une texture à une autre, et il y a des enfants qui vont mettre un petit peu plus de temps. La priorité, c'est d'être à l'écoute de son enfant, de ne pas brûler les étapes, et que ça reste un moment de plaisir et de sérénité pour l'enfant et aussi pour le parent. Vous parliez d'allergènes tout à l'heure. À quoi faut-il faire attention en particulier? Alors, quand on parle d'allergènes, on parle de tout ce qui est produits laitiers, les arachides et les œufs, par exemple. Ouais, ça, c'est les produits les plus allergisants, effectivement. Oui. Le gluten aussi. Exactement. Oui. Une fois passé l'étape de la diversification alimentaire, que faut-il donner chaque jour à son enfant pour composer des assiettes équilibrées? Alors, dans l'idéal, une fois que la diversification alimentaire est bien avancée, un repas complet du midi, par exemple, on va donner un petit peu de protéines, des féculents, des légumes, et puis en dessert, un produit laitier et un fruit. Et le soir, en revanche, les pédiatres conseillent de ne pas donner de protéines, donc juste donner... pas de protéines animales, en tout cas. Pas de protéines animales, exactement. Plutôt donner des légumes et un peu de féculents selon l'appétit de l'enfant. Comment savoir si c'est assez, pas assez En fait, les enfants ont spontanément la capacité à ressentir le sentiment de satiété. C'est-à-dire que très tôt, ils savent s'ils ont assez mangé. Contrairement à nous, en fait. Contrairement à nous. Enfin, adultes. Effectivement, donc il faut faire confiance à l'enfant, observer son enfant. Et il montre très facilement des signes de satiété. Et insister, en fait, c'est de dépasser ce niveau-là. Et après, l'enfant peut perdre cette capacité, ce sentiment de satiété. Donc, quand il arrête de manger, il ne faut pas le forcer. On ne lui dit pas, tu finis ton assiette. D'accord. Évidemment, on privilégie le bio pour éviter au maximum les perturbateurs endocriniens dans les pesticides. On peut faire confiance aux petits pots industriels? Oui, alors effectivement, vous dites on privilégie le bio. Alors c'est selon les envies des parents, mais c'est aussi selon leurs possibilités. Bien sûr, parce que ça coûte plus cher. Exactement, on sait que ça coûte plus cher. Maintenant, tous les produits industriels et les petits plats pour bébés, ce sont des produits qui sont extrêmement contrôlés, avec des normes françaises et européennes qui sont très strictes. Donc, il faut rassurer les parents aussi, que ce soit des produits alimentaires industriels bio ou non bio, ces produits ont tous les éléments nécessaires, nutritifs, pour les enfants. D'accord. Et l'eau, on est d'accord, c'est la seule boisson à leur proposer. Ça suffit amplement. Même les jus de fruits, etc. Les jus de fruits contiennent très souvent beaucoup de sucre. Bien sûr. Donc l'eau, ça suffit amplement pour les enfants. Mon enfant met tout dans la bouche, pourquoi? Alors oui, vers 4-5 mois, on appelle ça le stade oral. L'enfant va découvrir le monde en mettant à la bouche tout ce qu'il a à portée de main. Et c'est une étape que tous les enfants vont vivre et que tous les parents vont vivre aussi. Et dans la mesure avec angoisse. Oui, et dans la mesure du possible, on va les laisser faire, puisque, comme on disait, ils vont découvrir le monde avec le fait de le mettre à la bouche. Donc, ils vont découvrir des nouvelles textures, ils vont découvrir saveurs, des matières, odeurs, des matières. Et tout un tas d'informations qui vont permettre de construire aussi leur développement. Bien sûr, et il va aussi découvrir son image. Alors, vers quel âge prend-il conscience de lui-même? Alors, la conscience de soi, c'est un processus complexe qui se développe tout au long de l'enfance. En revanche, il peut acquérir beaucoup plus tôt la conscience de son corps. Il y a une bonne exemple, l'expérience, c'est par exemple l'expérience du miroir. Quand l'enfant se regarde dans le miroir, s'il voit quelque chose sur son nez ou sur sa tête et qu'il a le réflexe de l'enlever, là, ça veut dire qu'il se reflet, il se reconnaît, il reconnaît son corps. Reconnaît. Ou se reconnaître sur des photos aussi, c'est un bon exemple. Mais la conscience de soi, c'est un processus D'accord, mais déjà, il se reconnaît, oui. C'est ça. Et à partir de quel âge vont s'exprimer les principaux traits de sa personnalité? C'est dès la naissance, on peut prédire très tôt le tempérament d'un futur bébé ou pas? Très tôt, les enfants peuvent avoir des réactions ou des comportements très marqués. Ça ne signifie pas que ce sont des traits de sa personnalité, justement. L'enfant va évoluer dans ses réactions, dans ses comportements au fur et à mesure de son développement.
au fur et à mesure aussi de son apprentissage à gérer ses émotions. Il est justement très important, ce qu'on explique souvent aux parents, c'est de ne pas coller une étiquette, de ne pas enfermer l'enfant dans un comportement. Lui, il me fait des colères depuis qu'il est tout petit, il a un tempérament coléreux. Il est pépère, elle est anxieuse. Voilà. Et en fait, quand on enferme les enfants dans des étiquettes, c'est le meilleur moyen de les enfermer dedans et qu'ils aient ce trait de personnalité. Qui développe ce trait de caractère. Alors, parmi les événements très attendus par les parents, il y a les premiers pas. Alors, les bébés font habituellement leurs premiers pas entre 10 et 18 mois, mais il n'y a pas de règle, on est bien d'accord. Oui, non, il n'y a pas de règle, effectivement. Entre 10 et 18 mois, on peut même aller au-delà. On parle d'une période qui peut s'échelonner entre 12 et 22 mois. On entend souvent cette grande période, donc ça veut dire qu'il se passe un an entre un enfant qui marcherait à 12 mois et un autre qui marcherait à 22 mois. Alors, chaque enfant est unique. Chaque enfant se développe à son propre rythme. Et donc, il y a des enfants qui vont marcher vite, à 12 mois, et d'autres un peu plus tard. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un enfant qui est en avance et un autre qui serait en retard. Mais quand faut-il s'inquiéter quand même? Alors, avant de marcher, l'enfant, il va passer par des étapes motrices. 4 pattes, ou il rampe. Ce qui va pouvoir, à un moment donné, peut-être questionner les parents ou questionner une équipe professionnelle, questionner une assistante maternelle qui accueille un enfant, ce serait peut-être des étapes qui ne sont pas franchies par l'enfant. Et qui ferait qu'à un moment donné, l'enfant n'est pas capable de se mettre debout, de se lâcher et de faire ses premiers pas. Donc notre enfant se met à courir partout, il est heureux de découvrir cette nouvelle autonomie. Bien sûr, il faut sécuriser au maximum son environnement. Et comment on lui dit, comment on lui pose des interdits? Parce que lui dire ne cours pas, en fait, c'est pas ça, ça il va pas très bien comprendre. On va dire non, ou alors on va mettre la phrase à la négative. Donc c'est bien, on invite les parents à essayer de formuler différemment, parce que sinon les parents passent leur journée à dire non. Et finalement, comme vous disiez, ça n'a plus d'intérêt, ça n'a plus les enfants ne réagissent plus au non, parce qu'ils l'entendent toute la journée. Oui, donc même réserver pour d'autres choses, réserver le non plus tard, à l'urgence immédiate. Effectivement, après, quand il n'y a pas d'urgence immédiate, mais que c'est plus des règles pour que l'enfant apprenne, on incite les parents à verbaliser d'une manière positive, plutôt que de dire ne touche pas à la télécommande, de dire la télécommande reste là. Ne touche pas au téléphone, le téléphone reste là, à la forme positive. Ou ne cours pas, marche. Ne crie pas. C'est vrai on n'y pense pas, mais... Parce que les enfants ne comprennent pas non plus la phrase négative. Donc c'est plus facile pour eux d'entendre « parle moins fort », marche pour aller manger, plutôt que ne cours pas, ne crie pas, ne touche pas. Lui, ce qu'il va retenir, c'est le mot « touche ». C'est le mot cri et c'est le mot court. C'est pas la négation. Donc, il va faire l'inverse de ce qu'on lui demande. Donc, on change le mot. Ça, c'est très malin, ça. Merci. Alors, l'autre grande question des parents, à quel âge bébé va-t-il parler? Parce qu'évidemment, on est pressé de communiquer avec son enfant, mais parler, ça ne veut pas dire forcément prononcer des mots. Non. Ça commence bien avant. Ça commence bien avant. L'enfant, il exprime déjà des émotions par les pleurs, par des expressions du visage, par aussi une gestuelle. Mais bien avant d'exprimer ses premiers mots, on peut communiquer avec l'enfant en observant au maximum. Et après, effectivement, il va commencer à faire les premières syllabes redoublées aux alentours de 6 mois, les mots simples comme baba, bébé. Après, il va commencer à acquérir, à répéter des mots simples ou à imiter des sons qu'il entend. Et après, on dit qu'en général, au cours de la 3e année, donc à partir de 2 ans, ils ont un vocabulaire beaucoup plus élargi, ils maîtrisent la grammaire. Mais c'est vraiment à partir de 2 ans. Donc, il y a de longs mois d'écart selon les enfants. Ce qu'il est vraiment important, c'est de rappeler aux parents qu'il faut parler aux enfants, mais parler avec des mots d'adultes, éviter les mots bébé. Le langage bébé, c'est ça. C'est contre-productif. Je vais donner ton biberon. C'est pas le toutou, c'est le chien. Non, ça ne va pas l'aider dans l'apprentissage du vocabulaire. C'est d'enrichir son vocabulaire. Bien sûr. Quels sont en général les premiers mots qu'ils vont prononcer? C'est maman, non? On est d'accord. Ou papa. Papa et maman. Ça va être les mots qu'il entend fréquemment dans son environnement proche. Donc effectivement, les premiers mots que l'enfant entend, puisque quand le parent va parler à son enfant, il va lui dire c'est maman, c'est papa. Et donc l'enfant, au départ, va imiter ce qu'il entend et prononcer ses premiers mots qu'il entend. Maman, papa. Ça va être papa, maman, mama. Ça peut être aussi le prénom d'une sœur, d'un frère ou d'un animal de compagnie. Mais en tout cas, c'est les premiers mots, ça va être les mots qu'il entend. D'accord, qu'il entend le plus souvent. Bon, ça y est, bébé marche, il parle, enfin presque.
On ne lui parle pas bébé, ça on l'a bien compris. Et il fait aussi des caprices. Mais à 18 mois, est-ce que c'est réellement des caprices ou pas? Ou c'est encore des besoins qu'il exprime? Alors, en fait, l'enfant n'est pas capable, d'un point de vue intellectuel, de faire des caprices, parce qu'un caprice, ça sous-entend qu'il est capable d'anticiper la réaction de son parent. Ça, il l'acquiert beaucoup plus tard. On dit que le cerveau de l'enfant est immature et qu'en fait, il est envahi par ses émotions. Donc, un enfant qui est en colère, ce n'est pas un caprice, c'est juste son émotion le déborde. Et qu'il ne sait pas la maîtriser. Il faut qu'il l'exprime. Et le rôle de l'adulte, justement, c'est de l'accompagner dans ces moments-là, de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et après, ça ne veut pas dire de faire absolument tout ce que veut l'enfant, mais mettre des mots, lui dire « tu es en colère, je comprends, mais là, ça, c'est pas possible » ou « ça, je ne veux pas ». Voilà. Ce n'est pas la même chose de mettre des mots que de faire tout ce que l'enfant veut, quoi. Mais c'est aussi entre 18 mois et 2 ans, c'est la période des premiers noms. Pourquoi mon enfant dit non à tout? Vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, on dit non toute la journée en tant que parent. En fait, c'est à cause de nous. C'est ça. Disons que ça y participe. Si on peut éviter de dire non à tout bout de champ, l'enfant va peut-être aussi moins dire non, mais de toute façon, ça fait partie de son stade de développement. En anglais, on dit « terrible tout ». Mais en fait, c'est plutôt rassurant, c'est ça. Un enfant qui dit non, un enfant qui s'oppose, c'est qui grandit bien. Et c'est qui s'affirme aussi. C'est qui se détache aussi de son parent. C'est qu'il apprend aussi à dire à son parent, voilà, moi je suis aussi un être unique. Et c'est important, comme le soulignait Géraldine. Ce qui serait inquiétant, c'est un enfant qui ne dirait pas non et qui accepterait tout ce qu'on lui demande et tout ce qu'on lui propose. Là, ce serait à la limite davantage plus questionnant. En crèche, on va être plus à l'écoute, plus inquiet d'un enfant qui ne dit jamais non. D'accord. Facile, en fait. Mais comment on gère quand même, par exemple, l'enfant qui refuse de s'habiller avant le départ à la garderie, que vous êtes très en retard, il crie, il pleure dès que vous lui mettez un vêtement? Comment on doit réagir? Alors, déjà, de se dire que c'est un développement. On entend mais bon, ça va, il est 8h du matin, il a pris son petit déjeuner, tout va bien. Pourquoi il ne veut pas s'habiller? Il n'y a pas de recette miracle, Véronique, désolée de vous le dire. Je sais, ils sont grands maintenant, mais ça me rappelle quelques souvenirs. Ce qu'on peut proposer aux parents, c'est d'essayer de laisser le choix aux enfants. C'est-à-dire que tu veux mettre ton manteau rouge ou ton manteau noir, c'est toi qui le mets ou c'est moi qui le mets. Essayer au maximum de lui laisser le choix. De proposer des alternatives. Quand il fait 2 degrés et que votre fille veut partir avec ses nu-pieds, bon... Alors, il y a des parents qui laissent sortir, qui prennent la paire de baskets à la main et qui laissent sortir nu-pied. Et là, mais il faut aller jusque-là, ouais. Comme je disais, il n'y a pas de recette miracle, mais effectivement, comme disait Delphine, essayer le plus possible de proposer à l'enfant des alternatives. Comme ça, il a l'impression d'être respecté, d'être acteur dans sa journée. Et du coup, il y aura... Mais à un moment donné, il faut quand même poser des limites aussi. Il faut absolument poser des limites. Sinon, on va avoir des enfants angoissés. L'enfant a besoin d'un cadre, ça le rassure. Alors, il y a une autre question qui est très importante pour les parents, c'est le mode de garde. 7 enfants sur 10 dont les 2 parents travaillent à plein temps sont confiés à une assistante maternelle ou une crèche, donc chez vous. Il n'y a pas un mode de garde mieux que l'autre. En fait, ça dépend de la situation et du profil de votre enfant. Il n'y a pas de mode de garde mieux que l'autre, ça je vous le confirme. Les assistantes maternelles, tout comme les professionnels de crèche, donc c'est des personnes diplômées qui ont suivi des formations. Il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 types de modes d'accueil, mais en tout cas, on milite pour qu'il n'y ait pas de comparaison, en tout cas de différence faite entre ces 2 modes de garde. Et bien justement, Delphine, nous sommes allés vous rendre visite au relais Petite Enfance de Samblançay. C'est un reportage de Léa Turquier. Bonjour, bienvenue au relais Petite Enfance Gâtine-Racan. Je vous invite à me suivre. Le relais Petite Enfance, c'est un lieu d'information, d'écoute et d'échange. Il permet d'accompagner les familles dans la recherche d'un mode d'accueil. On va aller voir ce qui se passe derrière cette porte. Nous, on les accompagne si ils emploient une assistante maternelle agréée tout au long de la vie du contrat. On les accompagne aussi dans le cadre d'un accueil collectif. À ce moment-là, on fait ensemble une demande de préinscription. Et puis, si leur dossier est accepté, je passe le relais à mes collègues des crèches. On essaye aussi de rompre l'isolement des assistantes maternelles. Elles se rencontrent et puis elles échangent sur leurs pratiques professionnelles, puisque une de nos missions, c'est la professionnalisation. Ça nous permet de découvrir un autre univers, de faire découvrir aussi cet univers aux enfants, de rencontrer des collègues, faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude à la maison.
Il s'agit d'un atelier de libre exploration. On a toujours dans chaque atelier un endroit de refuge et puis des choses à explorer pour le tout petit, pour éveiller sa curiosité, pour amener une part artistique. L'art est aussi un attribut très important pour le tout petit. C'est permettre aussi d'aller vers l'autre, de travailler toute cette dimension de socialisation pour petit à petit les amener vers l'école maternelle. Vous en parlez très bien, Delphine. Bon, la rentrée de l'école approche, votre enfant n'est toujours pas propre, ou plutôt il n'est pas encore capable de maîtriser ses sphincters. Alors, comment rassurer les parents, sachant qu'aucun texte de loi n'indique que votre enfant doit être propre pour aller à l'école? Évidemment, votre enfant sera propre un jour ou l'autre. Hein. Ah oui. On est d'accord. C'est sûr. Pour acquérir la propreté, l'enfant doit être prêt sur 3 domaines. Donc déjà sur le plan physique, être capable, comme vous dites, de maîtriser ses sphincters, de contracter ses muscles. Ça, en général, il l'acquiert assez rapidement. Un bon repère, c'est celui des marches, c'est-à-dire quand l'enfant monte l'escalier, de mettre un pied, d'alterner chaque pied. Ça veut dire qu'il est capable d'être propre parce que c'est un signe qui montre que physiquement, il est capable de maîtriser ses sphincters. D'accord. Sur le deuxième plan, le plan intellectuel, il faut que l'enfant comprenne que quand il ressent cette envie-là, il faut qu'il contracte suffisamment ses sphincters pour qu'il ait le temps d'aller aux toilettes ou de réclamer le pot. Ça s'acquiert aussi assez rapidement. Le troisième domaine, c'est sur le plan affectif. Est-ce que l'enfant a envie de grandir? Est-ce qu'il a envie de faire plaisir aux parents? Donc plus il ressent d'attente et de pression de la part de l'entourage sur le fait d'être propre, plus il peut retarder le fait de vraiment maîtriser ses sphincters et de se passer de la couche. D'accord. Mais on voit quand l'enfant rentre à l'école maternelle, si ça se passe très bien la première journée que ça lui plaît, il est capable d'être propre dans la journée. Donc c'est pas qu'il a maîtrisé ne ses pas sphincters s'inquiéter si son enfant n'est pas propre le jour J. Et surtout pas mettre la pression à l'enfant qui, là pour le coup, dans tout ce qui est domaine d'ordre psychique, plus on va mettre la pression à l'enfant, plus l'enfant va retarder. Mais comment on peut l'aider quand même dans cet apprentissage? Est-ce qu'il y a des astuces que vous pouvez donner aux parents qui nous regardent? Il faut lâcher prise, en fait. L'astuce, c'est lâcher lui dire, quand tu auras décidé d'être grand, tu te passeras, t'enlèveras tes couches. Regarde, moi, je vais aux toilettes, lui montrer où sont les toilettes, que l'adulte va aux toilettes. Et quand tu auras décidé, tu pourras enlever tes couches. Mais plus on essaye de l'aider, en général, plus ça bloque. Alors, en tout cas, que les parents se rassurent, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont souvent inquiets avant l'entrée à l'école, ce problème de propreté. Mais tout ce que l'enfant, en fait, apprend au quotidien depuis sa naissance le prépare à cette entrée à l'école maternelle. Regardez. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Bonjour Rosa. On a un temps d'accueil où on aime bien tous se regrouper, où c'est important en tout cas de tous se regrouper le matin, de pouvoir se dire bonjour, se nommer. Comment elle s'appelle? Julia. C'est important ce moment-là pour leur identité. Petit à petit, ils se nomment, ils nomment les enfants autour d'eux et les adultes qui sont présents également. Notre rôle en tant que professionnel de la petite enfance, il est de l'accompagner dans ses apprentissages. Ça va être s'habiller seul, se déshabiller seul. Donc on est là, présent, mais c'est comment l'enfant peut aussi faire par lui-même. Ça y est, tu as mis tes bottes? Tu vas essayer, mais il est à l'envers. Tu le renlèves pour le remettre à l'endroit. On a la chance d'avoir à proximité de la crèche l'école maternelle, donc l'occasion de voir aussi la grande cour de l'école. Donc on est invité à aller dans la classe de maternelle de temps en temps. Donc voilà, ils ont l'occasion de voir un petit peu ce qu'est une école aussi. L'enfant, il n'a pas forcément besoin qu'on fasse à sa place, mais qu'on soit là. Sentir le regard bienveillant de l'adulte l'aide dans ses apprentissages, ses expériences. On est là pour l'accompagner, pour répondre à son besoin, en tout cas du moment. Alors justement, cette fameuse entrée en maternelle, ce premier jour, on doit laisser nos enfants. Est-ce que vous avez là encore des trucs, des astuces à nous donner pour que tout se passe bien et surtout pour que les parents arrivent un peu plus détendus? Parce que c'est souvent eux le problème, en fait. C'est ça. C'est souvent le parent qui n'est pas prêt. Qui n'est pas prêt. Les parents qui sont à la fenêtre de la classe et qui souvent pleurent en quittant l'école. Des astuces, je pense que c'est aussi de se faire confiance et de faire confiance surtout aux professeurs. On a l'habitude aussi en crèche de dire que la confiance, ça ne se décrète pas, ça se gagne. Donc d'inviter les parents à poser des questions. Et en général, à l'école, les maîtres et les maîtresses ont
peuvent expliquer pourquoi ils font les choses. Donc, poser des questions, et plus on pose des questions, plus on est rassuré. Même si c'est des questions bêtes ou idiotes, mais au moins ça va nous détendre. Oui, il n'y a aucune question bête. Et l'enfant va ressentir que le parent est plus détendu, donc ça va mieux se passer. Et certaines crèches organisent aussi des passerelles, c'est-à-dire que les enfants de la crèche vont passer un peu de temps dans l'école qu'ils vont fréquenter à la rentrée. On peut aussi leur lire des livres sur l'école, tout ça, il y a quand même 2-3 choses. Il y a beaucoup de livres qui parlent de l'entrée à l'école maternelle. Qui peuvent faciliter cette Oui, c'est ça, maternelle, tout ce vocabulaire que l'enfant va retrouver à l'école. On va parler de la maîtresse, on va parler du cartable, on va parler de la récréation. C'est des mots de vocabulaire qu'effectivement, on peut proposer à l'enfant avec les livres, bien évidemment. Voilà, et surtout rappeler aux parents qu'ils doivent se faire confiance. Exactement. Un grand merci à toutes les deux. On aurait pu encore en parler pendant des heures, mais merci parce que pour tous ces trucs et astuces. Merci à vous. Je pense que vous allez aider beaucoup de parents qui nous regardent en ce moment. Alors peut-être les points clés à retenir, de ne pas forcer un enfant à manger, surtout le faire manger dans un environnement calme. Ça, on n'en a pas parlé, pas de télé, pas d'écran, ça c'est important. Ça va faire la différence entre un besoin et un caprice, mais avant 2 ans, vous l'avez dit, le cerveau de l'enfant n'est pas assez développé pour exprimer un désir ou pour nous manipuler. Et voilà, je le disais, se faire confiance en tant que parent et apprendre à dire non aussi, poser des limites. Si on ne veut pas avoir un enfant anxieux ou angoissé, l'éducation bienveillante a quand même ses limites. On est d'accord. Un grand merci à toutes les deux, merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous avec plaisir pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.